Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture de Père et Fils de Ivan Tourgueniev. C'est un roman qui a été écrit en 1862 et qui met notamment en scène des nihilistes russes. Il fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature russe de cette seconde moitié du 19e siècle, qui en a compté tant, tout comme ses contemporains Dostoïevski et Tolstoï, pour ne citer que les plus illustres. Tourgueniev dépeint la fracture de la société russe dans une grande partie de la jeunesse, dont une grande partie de la jeunesse se tourne vers l'Occident et son matérialisme triomphant, se mettant ainsi en opposition avec l'ancienne génération, restée attachée à la Russie éternelle. C'est un roman, on y parle de guerre traditionnelle entre les générations ou rupture de la chaîne des temps. Telle pourrait être la question que veut poser ici Tourgueniev. Bref, c'est un grand roman psychologique et social qui parle au cœur et à l'âme. Je vais donc commencer cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Premier chapitre. Alors Pierre, toujours rien ? Le monsieur, qui n'eût tête interpellé ainsi son domestique le 20 mai 1859 depuis le petit perron bas d'une auberge située sur la grande route, devait avoir un peu plus de 40 ans. Il portait un paletot poussiéreux et un pantalon à carreaux. Le domestique était un jeune homme gaillard, joufflu, au menton couvert d'un duvet blanchâtre et aux petits yeux sans éclat. Ce domestique, dont toute l'apparence, boucles d'oreilles en turquoise, mèches pommadées de couleurs différentes, gestes étudiés, révélait un produit parfait de la génération moderne. Ce domestique, donc, jeta par complaisance un coup d'œil sur la route et déclara « Non, monsieur, toujours rien. »« Toujours rien, » répéta le maître. « Toujours rien, » répondit une seconde fois le domestique. Le maître soupira et s'assit sur un banc. Présentons-le au lecteur, tandis qu'il attend là, les jambes repliées sous son siège, le regard vagabond et pensif. Il s'appelle Nicolas Petrovitch Kirsanov. Il possède, à 15 verstes de la petite auberge, une jolie propriété de 200 âmes, ou plutôt de 2000 déciatines. Comme il dit lui-même depuis qu'il a partagé ses terres avec ses paysans et qu'il a créé une ferme. Il est le fils d'un général, sorti du rang en 1812, rude soldat à demi illettré, mais brave homme de Russe qui ne connut sa vie durant que la routine du service. Il fut d'abord général de brigade, puis de division. Et toujours en province, ou en raison de son grade, il jouait un rôle assez important. Nicolas Petrovitch naquit dans le sud de la Russie comme son frère aîné Paul, dont nous parlerons plus loin. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, il fut élevé à la maison, entouré de précepteurs au rabais, d'aides de camp désinvoltes et pourtant obséquieux, et de toutes ces figures familières qu'on voit dans les régiments et les états-majors. Sa mère, une demoiselle Koliazine, prénommée Agathe, avant son mariage, est devenue Agathoclé, Kouzminishna, une fois générale, était de ces femmes qui portent la culotte, comme on dit. Elle arborait des bonnets fastueux et des robes de soie froufroutantes. À l'église, c'était toujours elle qui s'approchait la première de la croix. Elle parlait fort et d'abondance, donnait sa main à baiser aux enfants le matin, les bénissait à l'heure du coucher. En un mot, se réglait sur son bon plaisir. Comme fils de général, Nicolas Petrovitch, qui n'était pourtant pas spécialement courageux, et s'était même acquis le sobriquet de Froussard, aurait dû, à l'exemple de son frère Paul, entrer dans le métier des armes. Mais il se cassa la jambe le jour même où l'on recevait la nouvelle de son affectation. Et après 2 mois de lit, il traîna un peu la patte, toute sa vie. Son père abdiqua toute ambition à son sujet et le laissa entrer dans le service civil. Il l'emmena à Pétersbourg dès qu'il eut atteint 18 ans et l'inscrivit à l'université. Justement, son frère venait à cette époque d'être nommé officier au régiment de la garde. Les 2 jeunes gens habitèrent ensemble le même appartement sous la lointaine surveillance d'un cousin de leur mère.
haut fonctionnaire du nom d'Élie Koliazine, leur père retourna à sa division et à son épouse. Il se contenta dès lors d'envoyer de loin en loin à ses fils de grands quarts de feuilles de papier gris, sabrés d'une large écriture où se reconnaissait la main du scribe du régiment. Au bas de ces feuilles s'étalaient les mots suivants, agrémentés d'un paraphe appliqué. Pierre Kirsanov, général de division. En 1835, Nicolas Kirsanov sortit de l'université avec le titre de candidat et la même année, le général Kirsanov, mis à pied à la suite d'une revue catastrophique, vint s'établir à Saint-Pétersbourg. À peine eut-il loué une maison près du jardin de Tauride et se fut-il inscrit au club anglais qu'il mourut subitement d'une crise d'apoplexie. Agathoklé Kouzminichna le suivit de près. Elle n'avait pu s'habituer à l'existence confinée de la capitale. La tristesse de la retraite n'avait pas tardé à la ronger. Entre-temps, alors que ses parents étaient encore en vie et à leur grand chagrin, Nicolas Petrovitch était tombé amoureux de la fille de M. Prepolovensky, fonctionnaire et propriétaire de l'appartement où il logeait. C'était une jeune fille jolie et, comme on dit, évoluée. Dans les revues, elle lisait les articles sérieux de la rubrique scientifique. Il l'épousa dès la fin de son deuil, et ayant quitté le ministère des biens de la couronne, où son père l'avait casé grâce à ses relations, il fila le parfait amour avec sa Macha. D'abord dans une villa d'été, du côté de l'Institut des eaux et forêts, puis en ville, dans un logement tout petit et charmant, dont l'escalier était bien tenu, et le salon assez mal chauffé, enfin à la campagne, où il s'installa définitivement, et où bientôt, lui naquit un fils, Arcade. Les époux menaient une existence agréable et paisible. Ils ne se quittaient presque jamais, lisaient ensemble, jouaient du piano à quatre mains, chantaient des duos. Elle plantait des fleurs et soignait les oiseaux de la basse-cour. Lui chassait de temps en temps et s'occupait d'agronomie. Arcade, quant à lui, grandissait, à plaisir et paisiblement, lui aussi. 10 années passèrent comme un rêve. En 1947, la femme de Kirsanov mourut. Il faillit ne pas supporter ce coup. Ses cheveux blanchirent en quelques semaines. Il était sur le point de partir pour l'étranger afin de se changer au moins un peu les idées. Mais l'année 48 survint sur ses entrefaites. Il dut, bien malgré lui, revenir à la campagne et, après une assez longue période d'inaction, s'employa à introduire chez lui des réformes agricoles. En 1955, il conduisit son fils à l'université et passa 3 hivers avec lui à Saint-Pétersbourg, n'allant presque jamais dans le monde et s'efforçant de nouer des liens avec les jeunes camarades d'Arcade. Ce dernier hiver, il ne put réaliser ce programme. Et le voici, devant nos yeux, au mois de mai 1859, presque tout gris déjà, assez replet et un peu voûté. Il attend son fils qui vient d'obtenir, comme lui jadis, le titre de candidat. Le domestique, mu par le sens des convenances et peu désireux sans doute de s'exposer à l'œil du maître, s'éclipsa sous le portail et alluma une pipe. Nicolas Petrovitch baissa la tête et s'absorba dans la contemplation des marches vétustes du petit peron. Un gros poulet multicolore les arpentait dignement. Ses grandes pattes jaunes frappaient fortement le sol à chaque pas. Un chat au poil malpropre dirigeait de temps en temps sur lui un regard peu amical du haut de la balustrade sur laquelle il était élégamment pelotonné. Le soleil frappait fort. L'antichambre noyée de pénombre de la petite auberge exhalait des effluves de pain de seigle chaud. Notre Nicolas Petrovitch se perdit dans ses rêves. Mon fils, candidat, mon Arcade. Ses pensées lui tournaient sans arrêt dans la tête. Il s'efforçait d'appliquer son esprit à autre chose, et elle revenait à nouveau. Il se souvint de sa femme morte. Elle n'aura pas vu ce jour, murmura-t-il avec mélancolie. Un gros pigeon, gris-bleu, se posa sur la route et d'un pas pressé se dirigea vers le puits pour boire à une flaque d'eau. Nicolas Petrovitch le regarda, et à cet instant précis, son oreille perçut un grondement de roue de plus en plus rapproché. « On dirait que voilà le jeune monsieur », annonça le domestique en surgissant de sous le portail.
D'un bond, Nicolas Petrovitch fut d'abord debout et fixa son regard sur la route. Un tarantasse, attelé d'une troïka, de chevaux de poste, se montra bientôt. À l'intérieur, il entreaperçut le bord d'une casquette d'étudiant, le contour familier d'un visage chéri. « Arkacha, Arkacha !» cria Kirzanov. Et le voilà parti, courant et gesticulant. Quelques instants plus tard, ses lèvres se posaient sur la joue imberbe, poussiéreuse et hâlée du jeune candidat. Chapitre 2. « Mais laisse-moi me secouer, papa, je vais toute salir », dit Arcade d'une voix sonore et juvénile malgré l'enrouement du voyage, tout en rendant gaiement ses baisers à son père. « Ce n'est rien », répétait Nicolas Petrovitch en souriant de tendresse. Et il donna quelques tapes sur le col de la capote d'uniforme de son fils et sur son propre paletot. « Montre-toi donc, mais montre-toi donc un peu », ajouta-t-il en s'écartant de lui. Et aussitôt, il repartit précipitamment vers l'auberge tout en disant « Allons, par ici, et des chevaux, vite !» Nicolas Petrovitch paraissait beaucoup plus bouleversé que son fils. Il avait l'air un peu perdu, un peu gauche. Arcade l'arrêta. « Papa, dit-il, permets-moi de te présenter mon bon camarade Bazarov, dont je t'ai si souvent parlé dans mes lettres. Il a bien voulu accepter d'être notre hôte. » Nicolas Petrovitch se retourna vivement et, avisant un homme de haute taille, enveloppé d'un long cache-poussière de toile fermée par des glands, qui venait juste de descendre du tarantasse, il alla lui serrer vigoureusement la main. Une main rouge non gantée, que l'autre ne lui tendit pas immédiatement. « Je suis enchanté et reconnaissant de la bonne idée que vous avez eue de nous rendre visite, » commença-t-il. « J'espère, puis-je savoir votre nom et votre patronyme ? » « Eugène Vassiliev, » répondit Bazarov, d'une voix nonchalante mais virile. Et il défit le col de son cache-poussière, laissant voir ainsi tout son visage, et à Nicolas Petrovitch. Long, maigre, avec un large front, un nez aplati, du haut et effilé du bas, des grands yeux verdâtres et de longs favoris couleur sable. Ce visage s'animait d'un sourire tranquille et respirait l'assurance autant que l'intelligence. « J'espère que vous ne vous ennuierez pas chez nous, très cher Eugène Vassilitch, » poursuivit Nicolas Petrovitch. Les lèvres minces de Bazarov frémirent imperceptiblement. Mais il ne répondit rien et se contenta de soulever légèrement sa casquette. Ses cheveux blonds foncés, longs et épais, n'arrivaient pas à dissimuler les fortes protubérances de son large crâne. « Alors, que faisons-nous, Arcade ?» reprit Nicolas Petrovitch en se tournant vers son fils. « Attelons-nous les chevaux tout de suite ou bien voulez-vous prendre un peu de repos ? Nous nous reposerons à la maison, papa. »« Fais atteler. »« Tout de suite, » s'empressa de répondre le père. « Oh là, Pierre, tu entends ? Fais le nécessaire, mon garçon, remue-toi. » En parfait domestique de l'ère du progrès, Pierre n'était pas venu baiser la main du jeune maître, mais s'était borné à le saluer de loin. Il disparut à nouveau sous le portail. « Je suis venu avec la calèche, mais il y a aussi une troïka pour ton tarantasse, » expliqua Nicolas Petrovitch d'un ton affairé et anxieux, tandis qu'Arcade buvait de l'eau à même le puisoir de fer apporté par la patronne de l'auberge. Bazarov, de son côté, alluma une pipe et s'approcha du postillon qui dételait les chevaux. Seulement, la calèche n'a que 2 places. Alors ton camarade, je me demande... Il prendra le tarantasse, l'interrompit Arcade à mi-voix. Ne fais pas de manière avec lui, je t'en prie. C'est un garçon prodigieux, d'une simplicité, tu verras. Allons, remue-toi, grosse barbe, dit Bazarov au postillon. Tu entends ? Mithiouka ? Comment il t'appelle, le monsieur ? Fit observer un second postillon planté là, les mains enfoncées dans les fentes arrière de son touloupe. C'est bien vu, ça. Grosse barbe. Mithiouka se contenta de branler du chef sous son bonnet et débarrassa de sa bride le limonier couvert de sueur. Plus vite, les gars, prêtez la main, s'écria Nicolas Petrovitch. Il y aura de quoi boire. En quelques minutes, les chevaux furent attelés. Le père et le fils prirent place dans la calèche. Pierre se hissa sur son siège.
Bazarov sauta dans le tarantasse, cala sa nuque dans le coussin de cuir, et les deux équipages se mirent en route. Chapitre 3. Eh bien, te voilà enfin, candidat, et de retour à la maison, dit Nicolas Petrovitch. Tout en parlant, il effleurait de la main tantôt l'épaule, tantôt le genou de son fils. Et mon oncle, il va bien ? Demanda Arcade, qui, malgré la joie sincère, presque enfantine, qui l'emplissait, était désireux de ramener la conversation du registre de l'émotion à celui du quotidien. Il va bien ? Sa première intention était de venir à ta rencontre avec moi, mais je ne sais pas pourquoi, il a changé d'idée. « Et tu m'as attendu longtemps ?» demanda Arcade. « Environ 5 heures. »« Mon bon papa. » Arcade se tourna vivement vers son père et lui posa sur la joue un baiser sonore. Nicolas Petrovitch rit doucement. « Tu vas voir le cheval que je t'ai préparé. Une merveille, reprit-il. Et ta chambre est toute tapissée de neuf. »« Pour Bazarov aussi, il y a une chambre ? » On lui en trouvera une aussi. Je t'en prie, papa, sois gentil avec lui. Je ne peux pas te dire à quel point son amitié m'est précieuse. Tu le connais depuis peu ? En effet. Je me disais bien que je ne l'avais pas vu l'hiver dernier. Que fait-il ? Comme matière principale, il fait des sciences naturelles, mais il sait tout. Il veut présenter son doctorat en médecine l'an prochain. Ah, il est en faculté de médecine ? Observa Nicolas Petrovitch. Il y eut un court silence. Pierre, ajouta-t-il en tendant le bras, ce sont bien des paysans à nous qui passent là-bas. Pierre leva les yeux du côté que désignait le maître. Quelques charrettes tirées par des chevaux débridés roulaient au galop sur l'étroit chemin vicinal. Dans chacune d'elles se trouvait un paysan, 2 tout au plus, tout loupe au vent. « Oui, monsieur, » dit Pierre. « Où vont-ils ? À la ville, tu crois ? C'est probable, au cabaret, » ajouta-t-il avec mépris. Et il s'inclina légèrement vers le cocher, comme pour le prendre à témoin. Mais ce dernier n'eut même pas un mouvement. C'était un vieux de la vieille, qui ne partageait pas les points de vue modernes. « J'ai de gros soucis avec les paysans cette année, » poursuivit Nicolas Petrovitch à l'adresse de son fils. « Ils ne payent pas la redevance, c'est à ne plus savoir que faire. Et tes journaliers, tu en es content ? Oui, dit Nicolas Petrovitch entre ses dents. On leur monte la tête derrière mon dos. Voilà le malheur. Oh, et puis l'amour du travail n'y est encore pour de bon. Ils me sabotent le matériel. Enfin, ils n'ont pas trop mal labouré. Ils s'y feront avec le temps. Mais dis-moi, est-ce que tu t'intéresserais à l'agriculture maintenant ? Vous n'avez pas d'ombre ? Voilà l'ennui, fit observer Arcade sans répondre à la dernière question. Du côté nord, j'ai couvert le balcon avec une grande marquise, dit Nicolas Petrovitch. Maintenant, on peut même prendre des repas dehors. Dis donc, on va se croire en villégiature. Mais tout ça, c'est des bêtises. Quel bon air on a ici, en revanche. Comme cela sent bon. Je t'assure, j'ai l'impression que nulle part au monde, l'air ne sent aussi bon que chez nous. Et puis le ciel aussi, par ici. Arcade s'interrompit brusquement, jeta un coup d'œil oblique vers l'arrière et ne dit plus rien. Bien entendu, dit Nicolas Petrovitch, tu es né ici, alors tout doit y avoir pour toi un charme particulier. Voyons, papa, cela n'a aucune importance qu'on soit né ici ou là. Tout de même ? Non, absolument aucune importance. Nicolas Petrovitch regarda son fils du coin de l'œil. Et la calèche parcourut bien une demi-verste avant que leur conversation ne reprît. Je ne me rappelle pas si je t'ai écrit que ta bonne vieille nourrice d'autrefois, Yegorovna, était morte, dit Nicolas Petrovitch. Pas possible, la pauvre vieille. Et Prokofitch, il est toujours là ? Mais oui, et il n'a pas du tout changé, toujours aussi grognon. Dans l'ensemble, tu ne trouveras pas de grand changement à Marino. Tu as toujours le même intendant ? Ah, non, j'en ai changé. J'ai décidé de ne plus garder près de moi d'affranchis, d'anciens domestiques, ou en tout cas de ne plus leur confier de fonctions comportant une responsabilité. Arcade désigna Pierre des yeux. Il est libre, en effet, confirma Nicolas Petrovitch à mi-voix. Mais lui, il est valet de chambre. Maintenant, j'ai comme intendant un garçon qui est né libre, un fils d'artisan. Il paraît capable. Je lui donne 250 roubles par an. Au fait, ajouta Nicolas Petrovitch en se passant la main sur le front et sur les sourcils,
ce qui donnait toujours chez lui un grand trouble intérieur. Au fait, je te disais à l'instant que tu ne trouverais pas de grands changements à Marino. Ce n'est pas tout à fait exact. Je considère de mon devoir de t'avertir, quoique... Il hésita un bref instant et poursuivit en français cette fois. Un moraliste rigoureux trouvait ma franchise déplacée. Mais premièrement, la chose ne peut pas être cachée. Et deuxièmement, j'ai toujours eu, comme tu le sais, des principes bien particuliers concernant les rapports entre père et fils. N'empêche que tu seras parfaitement en droit de me condamner. À mon âge, bref, cette jeune fille dont tu as probablement déjà entendu parler. Fenechka ? Questionna Arkad d'un ton détaché. Nicolas Petrovitch rougit. Ne dis pas son nom tout haut, s'il te plaît. Bien, oui. Elle habite maintenant chez moi. Je l'ai logée dans la maison. Nous avions là 2 petites pièces. Il n'empêche, tout cela peut être modifié. Voyons, papa, pourquoi ? Ton camarade va habiter chez nous, c'est gênant. En ce qui concerne Bazarov, ne t'inquiète pas, je te prie. Il est au-dessus de tout cela. Et puis, toi, enfin, dit Nicolas Petrovitch. Seulement, le petit pavillon est en mauvais état. Voilà l'inconvénient. Voyons, papa, reprit Arkad, tu sembles t'excuser. Comment n'as-tu pas honte ? Certes, j'ai de bonnes raisons d'avoir honte, répondit Nicolas Petrovitch en rougissant de plus en plus. Arrête, papa, arrête, s'il te plaît. Arkad sourit avec douceur. De quoi va-t-il s'accuser ? Pensa-t-il à part soi, pardon. Et son cœur se gonfla d'un flot de tendresse indulgente à l'égard de son père si bon, si désarmé, tendresse mêlée d'un secret sentiment de supériorité. Arrête, s'il te plaît, répéta-t-il encore une fois, tout en savourant involontairement le plaisir de se sentir pour sa part évolué et libre. Nicolas Petrovitch le regarda entre ses doigts. Il continuait de se passer la main sur le front et ressentit un petit pincement au cœur. Mais tout de suite, il se le rapprocha. « Nous traversons nos terres, maintenant, » dit-il au bout d'un long moment. « Et là, devant nous, c'est bien un bois à nous, je crois ?» demanda Arkad. « Oui, mais je l'ai vendu. Il va être abattu cette année. »« Pourquoi l'as-tu vendu ?»« J'avais besoin d'argent, et ce terrain-ci fait partie du lot des paysans qui ne te paient pas la redevance. Cela, c'est leur affaire, et puis ils me la paieront bien un jour ou l'autre. » « Dommage pour le bois, » dit Arkad. Et il se mit à observer le paysage environnant. Les lieux qu'il traversait ne pouvaient guère être qualifiés de pittoresques. Des champs, encore des champs, s'étiraient sans fin jusqu'à la ligne d'horizon, tantôt montant, tantôt redescendant en pente douce. Ici et là, on pouvait voir de petits bois et de ravins semés de maigres buissons bas, dont le tracé sinueux évoquait la représentation qui en est donnée sur les anciens plans du temple de Catherine II. On rencontrait aussi des rivières aux berges défoncées, de minuscules étangs, dont les digues étaient en piteux état, de maigres villages aux isbas chétives et basses, sous leurs toits de chaume, sombres souvent à demi arrachés, de petites granges de battage, toutes de guingois aux murs faits de branchages entrelacés et aux larges portes béantes auprès de leurs aires délacées. Des églises, les unes de briques avec leurs crépis détachés par endroits, les autres de bois avec leurs croix penchées et leurs cimetières délabrés. Arkad sentait son cœur se serrer peu à peu, comme par un fait exprès. Tous les paysans qu'il croisait étaient vêtus de guenilles et montés sur des rosses lamentables. Les saules, qui poussaient le long de la route, avaient l'air de mendiants en haillons. Dépouillés qu'ils étaient de lambeaux d'écorce, leurs branches réduites à l'état de moignons. Étiques, le poil rugueux, comme rongé. Des vaches broutaient avidement l'herbe des fossés. On les eût cru échapper de justesse aux griffes redoutables, mortelles de quelques monstres, et apparitions évoquées par le pitoyable spectacle des pauvres bêtes sans force. Au beau milieu de la splendeur de cette journée printanière se dressait le fantôme blanc de l'hiver sinistre, interminable, avec ses tempêtes, ses gels et ses neiges. Non, pensa Arkad, il n'est pas riche ce pays. Il ne frappe ni par la fertilité de son sol, ni par la diligence de ses habitants.
Il ne doit pas, non, il ne doit pas rester dans cet état. Des réformes sont indispensables, mais comment les réaliser? Comment s'y prendre? Ainsi méditait-il. Et tandis qu'il méditait, le printemps, lui, s'en donnait à cœur joie. Tout alentour verdoyait d'un vert doré. Tout palpitait et brillait, généreusement, suavement, au souffle ténu d'une brise tiède, tout. Les arbres, les buissons et les herbes, partout l'air ruisselait du chant sonore, interminable, des alouettes. Les vanneaux tantôt criaient en tournoyant au ras de l'herbe, courte des prairies, tantôt silencieux, couraient sur les mottes de terre. Le beau noir des corneilles se détachait sur le vert tendre des blés, de printemps encore bas, dans lesquels elles se promenaient. Dans les seigles d'un vert déjà touché de blanc, elles disparaissaient, et seule leur tête émergeait de temps en temps à la surface ondoyante et vaporeuse des champs déjà hauts. Arcade s'emplissait les yeux de ce spectacle, et peu à peu sa méditation se relâchait, s'évanouissait. Il se débarrassa de sa capote et regarda son père si joyeusement, d'un air si jeune, si petit garçon, que celui-ci de nouveau le serra dans ses bras. « Nous ne sommes plus loin maintenant », fit remarquer Nicolas Petrovitch. « Tiens, si l'on montait seulement sur cette butte, on verrait la maison. Nous allons nous entendre à merveille tous les deux, Arcacha. Tu m'aideras à m'occuper du domaine, pourvu que cela ne t'ennuie pas. Il faut que nous soyons très proches l'un de l'autre maintenant, que nous apprenions à bien nous connaître, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » dit Arcade. « Mais quelle belle journée nous avons aujourd'hui. »« C'est en ton honneur, mon cher enfant. Oui, le printemps est dans tous ses éclats. Il n'empêche que je partage l'opinion de Pouchkine, tu sais, dans Eugène Onéguine. Oh, combien ta venue m'attriste, printemps, printemps, saison d'amour. Quelle... Arcade. La voix de Bazarov, depuis le Tarantas, parvint à leurs oreilles. « Envoie-moi une allumette, je n'ai rien pour allumer ma pipe. » Nicolas Petrovitch se tut. Et Arcade, qui s'était surpris à l'écouter avec étonnement, certes, mais un étonnement non dénué de sympathie, se hâta de tirer de sa poche une boîte d'allumettes en argent et de l'envoyer à Bazarov par Pierre. « Veux-tu un cigare » cria de nouveau Bazarov. « Donne toujours » répondit Arcade. Pierre revint à la calèche et lui tendit, en même temps que la boîte d'allumettes. Un gros cigare qu'Arcade alluma sans attendre, répandant autour de lui une odeur si forte et si aigre de tabac vieilli que Nicolas Petrovitch, qui n'avait jamais fumé de sa vie, ne put s'empêcher de détourner le nez. Il le fit toutefois discrètement pour ne pas vexer son fils. Un quart d'heure plus tard, les deux équipages s'arrêtaient devant le perron d'une maison de bois neuve, peinte en gris et couverte d'un toit de fer de couleur rouge. C'était la Marino, appelée aussi le Bourg Neuf, ou encore la ferme aux vagabonds, selon sa dénomination paysanne. Chapitre 4. Nulle foule de domestiques ne déferla sur le perron pour accueillir les maîtres. La seule personne à s'y montrer fut d'abord une fillette d'une douzaine d'années, puis on vit sortir de la maison un jeune gaillard très semblable à Pierre, vêtu d'une courte livrée grise, garnie de boutons blancs armoriés. C'était le domestique de Paul Petrovitch Kirzanov. Sans un mot, il ouvrit la portière de la calèche et dégrafa le tablier du Tarantas. Nicolas Petrovitch, son fils et Bazarov traversèrent une salle à manger obscure et presque sans meubles, au fond de laquelle un jeune visage de femme se montra. Le temps d'un éclair, par une porte entrebâillée, puis ils gagnèrent le salon, pièce meublée, celle-ci dans le goût le plus moderne. « Eh bien, nous voilà chez nous », dit Nicolas Petrovitch en ôtant sa casquette et en secouant ses cheveux. « Avant tout, il faut maintenant nous restaurer et prendre du repos. »« Il n'y aurait pas de mal à manger un morceau, en effet, » dit Bazarov en s'étirant. Et il s'affala sur un divan. « Oui, oui, servez le souper, allons, vite !» Nicolas Petrovitch tapa des pieds, sans raison apparente. « Ah, voici justement Prokofitch. » L'homme qui venait d'entrer avait une soixantaine d'années, des cheveux blancs, il était maigre, hâlé, portait un habit brun à boutons de cuivre et un foulard rose autour du cou. Son visage s'éclaira d'un large sourire,
Il vint baiser la main d'Arcade et, après s'être incliné devant l'invité, il recula vers la porte et mit ses mains derrière son dos. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.